Christiane, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour à vous. Non, c'est avec plaisir, je suis ravie de vous voir. D'ailleurs, je ne sais même pas comment vous appelez. Tu vas m'appeler Cricket, parce que tout le monde m'appelle Cricket. Depuis 2018 et l'annonce de votre retraite, Ouais. comment ça se passe pour vous? Bon, l'entraînement me manque, et encore aujourd'hui. Hein. Ouais. De temps en temps, je me dis, mais pourquoi tu ne recommences pas? Mais enfin, C'est bon, vrai. ça serait un peu tard quand même. Alors du coup, comment se passe votre quotidien maintenant? Ah bah, mon quotidien, quand je suis ici, je vais voir mes chevaux. J'ai des chevaux à l'entraînement chez à peu près presque tous mes assistants. Donc, je vais les voir, et puis je vais au haras parce que j'ai des juments, j'ai des poulinières, des foals, des yearlings. Donc, je suis toujours en contact avec tout, mon petit monde. Vous suivez les courses? Mais oui, je vois les courses, pour ainsi dire, tous les jours, quand je peux. Mais j'aime bien le bateau, vous savez, j'avais dit. Et oui, vous aviez parlé d'un tour du monde en voilier même. Oui, alors le tour du monde, il n'est pas facile à organiser encore, mais j'ai un bateau et je navigue pas mal. Vous appartenez à une grande famille de courses, hein, autant côté maternel que paternel d'ailleurs. Absolument, oui. Alors cet héritage-là, pour vous, c'est une bénédiction ou un fardeau? Ça a pu l'être? Ah non, ça n'a jamais été un fardeau. Je ne l'ai jamais ressenti comme tel. Jusqu'au jour où j'ai demandé ma licence, où là j'ai compris que c'était difficile, mais parce qu'une femme entraîneur, il n'y en avait pas à l'époque, et bon, donc ils hésitaient. Puis finalement, après quelques mois d'hésitation, ils ont accepté en me disant... Mais vous... Mais moi, personnellement, non, je ne l'ai jamais senti comme ça. Quels sont vos premiers souvenirs d'enfance avec les chevaux comme cela? Depuis que je suis née, depuis que je marche, j'étais dans la cour. Et je montais à cheval avant même de marcher. Papa, il m'amenait, il me mettait devant lui à la piste le matin. Et j'allais avec lui à la piste, tu vois. Et moi, j'adorais ça. Et l'école, pour moi, c'était un peu un fardeau. En plus, bon, j'étais un peu dyslexique, alors j'y arrivais pas. J'écrivais de la main gauche. La maîtresse, elle me disait, vous êtes une concierge. Tu vois, des trucs comme ça, oui, Ah oui. ouais? Ah oui, oui. Tu sais, moi, je suis née après la guerre. Hein. Alors, à cette époque-là, il fallait être dans les clous, il fallait être dans les... J'étais pas dans les clous, en réalité. Alors, mes études, bon, je les ai faites parce que, bon, on va à l'école, on fait ses études, mais j'étais pas très bonne. Et je voulais travailler avec les chevaux et je me disais toujours, j'ai pas besoin de passer mon bac pour pouvoir travailler avec les chevaux. Je préfère apprendre des langues, tu vois. Donc, je parle espagnol, l'anglais, forcément, c'est ma langue paternelle, et puis, bon, le français un peu. Et vous vouliez être entraîneur? Ah oui, depuis que j'ai l'âge de... Je sais pas, depuis que je parle, enfin, l'âge de réfléchir, j'ai toujours dit à mon père, un jour, je serai entraîneur. Et pourtant, les femmes entraîneurs n'existaient pas. Ah non, pas du tout. Aucune Dans licence les années délivrée aux femmes. 48, 49, enfin 50. Même après, hein, 60 Oui, même non plus, après, hein. non, il n'y en avait pas. Non, c'était pas... Mais moi, j'avais ça dans la tête. Et un jour, j'ai dit à papa, ça fait rien, je deviendrai ton assistante. Et puis voilà. Et donc, j'ai travaillé avec lui. Voilà. J'ai appris le métier avec lui, alors par tous les côtés, c'est-à-dire j'ai commencé à ras les pâquerettes, je faisais les box, comme tout le monde, et puis voilà, j'ai pris quelques coups de pied dans le derrière quand je faisais des bêtises. Il n'y avait pas de fille de patron là. Hein. Tout le monde était, papa, il était sévère mais très juste. Alors donc tout le monde était traité de la même façon. Et lui, comment a-t-il réagi à votre désir d'être entraîneur? Il l'a très bien compris. Hein. Il comprenait très bien que c'est ce que j'avais envie de faire, mais il me disait toujours t'épouseras un entraîneur peut-être un jour. Et moi, quand j'avais 10 ans, 12 ans, vous voyez ce que je veux dire? Quand on me disait ça, c'était au-dessus de ce que je pouvais imaginer. Et puis je ne m'imaginais même pas. Enfin, je disais non, j'entraînerai, un jour j'entraînerai. Faut rappeler, hein, c'est quand même en 65 hein, que la loi en France permettant aux femmes de travailler et d'avoir son propre compte en banque a été promue. Donc c'est dire un peu le décalage avec vous, votre volonté de... Et moi, j'ai demandé ma licence en 77 et ça a été long. Ils ont fini par me la donner parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais avec des conditions. C'était quoi? Quelles étaient les conditions? On m'a dit, on vous la donne pour un an et puis on reverra dans l'année... parce que nous, on redemande nos licences tous les ans, tu sais. Et donc, ils m'ont dit, au bout de la première année, on verra. J'ai gagné l'abbaye de Longchamp la première année. Enfin, tu vois, j'ai puis beaucoup de courses. Et donc, alors, peut-être que dans leur imaginaire, ils disaient, c'est son père qui entraîne et c'est elle un prêtre. Non, parce qu'ils avaient peur de ça. Papa, il avait beaucoup de chevaux à l'époque. Et je pense que c'était leur idée. Alors, peut-être qu'ils pensaient à ça. Puis finalement, ils ont vu que c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Et voilà. Ça vous agace quand on dit oui en tant que femme Écoute, aujourd'hui, on ne l'entend plus. Il y a énormément de femmes qui entraînent. Hein.
Tu sais que toutes les 3 licences demandées à France Gallo, il y a une femme. En ce moment ouais. Donc il y a énormément de femmes qui entraînent, c'est rentré dans les mœurs. Hein. Ils se sont rendus compte que les femmes pouvaient entraîner. Entraîneur, c'est ton jugement, hein, c'est ton œil. Tu n'as pas besoin de force, c'est pas physique, c'est pas... Bon, donc voilà. Pour vous, qu'est-ce qui définit un bon entraîneur? C'est difficile à définir, un bon entraîneur. D'abord, les chevaux comptent pour beaucoup. Hein. C'est pour ça que c'est un métier qui est dur. Les gens ne se rendent pas compte le temps qu'il faut passer quand tu veux vraiment tout voir. Il faut passer beaucoup de temps. C'est que de l'observation? Ouais, beaucoup d'observation. Et puis après, bon, il faut bien connaître le programme, il ne faut pas aller... il faut monter doucement. C'est pyramidal, le programme, donc il faut commencer bas et puis monter. Et puis exploiter tes animaux, faire ce qu'ils te montrent, parce qu'eux, ils vont te montrer toutes leurs possibilités, à toi de savoir les utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle va modifier justement les méthodes d'entraînement? Alors écoute, peut-être, puisque je vois qu'il y a des méthodes différentes. Ils ont des machines, ils prennent... Moi, j'écoutais le cœur avec ma main, tu vois, de mes chevaux. Mais bon, je suis trop vieille pour te... Moi, je ne pourrais pas m'habituer à ce genre de programme-là. Moi, j'ai appris à les regarder. Moi, la première chose que mon père me disait, tu prends un cheval dans l'eau et tu le regardes. Et tu me dis ce que tu trouves qui change au fur et à mesure des jours, des mois et de l'année. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, j'ai eu la chance que papa avait un élevage. Donc, je les connaissais pour beaucoup foal, yearling, on les suivait, je les suivais. Donc, j'ai appris à regarder un cheval, j'ai appris à regarder un cheval foal et à me l'imaginer quand il était yearling. Il ne faut pas brûler les étapes. Et puis, le conseil que je pourrais donner, c'est d'aller chez les grands entraîneurs pour apprendre le métier. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas facile, parce que tu as beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas envie de donner de conseils. Mais tu n'as pas besoin de donner de conseils, c'est juste quelque chose comme ça. Et puis après, ils se font leur idée. Et puis, faire des stages à l'étranger, c'est très important. Et parler l'anglais, par exemple. Ça, c'est primordial aujourd'hui. Vous dites que c'est le métier d'entraîneur, c'est un métier d'observation. Oui. Et quand vous avez été à la tête jusqu'à presque 250 chevaux, on a un effectif de 250 chevaux, comment on peut observer et être proche comme ça d'autant de chevaux? C'est une gymnastique. C'est une gymnastique. Je les voyais tous les jours, matin, midi et soir. Je faisais le tour de tous mes chevaux. À l'époque, on n'avait pas de vétérinaire qui venait comme aujourd'hui. On n'avait pas tous ces problèmes-là. Et donc, voilà, c'est une gymnastique. C'est amusant, vous me dites ces problèmes-là. Oui, non, mais parce que bon, moi, je ne sais pas entraîner avec un vétérinaire. D'abord parce que j'ai mes idées et que le vétérinaire, il rentre dans ta cour, il voit un cheval, il ne sait pas, tu vois ce que je veux dire, il ne connaît pas. Alors c'est toi qui vas lui dire, bah tiens, il est boiteux, alors ils vont faire une radio. Bon, bah, d'accord. Un entraîneur, il doit savoir soigner le mental de ses chevaux, c'est-à-dire pas les surentraîner, faire ce que le cheval peut supporter. Moi, c'est ça. Le bon entraîneur, c'est ça. Après, voilà. Si vous aviez 30 ans aujourd'hui, vous installeriez entraîneur? Oui, bien sûr. J'hésiterais pas une minute. À Chantilly, d'ailleurs? Oui, bien sûr. Pareil? Pareil. Ouais. Vous faites Alors, c'est facile à dire parce que je sais ce que j'ai fait. Oui. Alors, c'est peut-être plus facile. T'en as peut-être qui diraient non, c'est un métier de fou. La seule chose, c'est que c'est vrai que les temps changent. Moi, j'aimais sortir mes chevaux pendant 1h30 tous les jours. Tous mes lots sortaient 1h30 tous les jours. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais c'est plus possible parce que moi, je pense que si j'entraînais, ça serait toujours possible. Pourquoi c'est plus possible alors? Parce qu'il faut du personnel. Et que beaucoup d'entraîneurs ne prennent pas le prix de pension adéquat pour pouvoir avoir des chevaux et attirer des clients. Vous savez, la clientèle a beaucoup changé. Dans le temps, tu avais des gros haras, tu avais des gros propriétaires qui étaient éleveurs. Aujourd'hui, c'est devenu du commerce, les courses. C'est les ventes qui priment, avec tout ce que ça engendre comme problème. Et voilà, alors ça a changé, si tu veux, d'aspect. Avant, tu entraînais pour monsieur Untel, qui avait 40 chevaux. Tu savais que tous les ans, il allait t'envoyer 40 en ligne. Tu connaissais les souches maternelles parce que tu avais entraîné les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères. Moi, c'était mon cas. Tu vois, je travaillais pour la famille Vertémer pendant 30 ans. C'était fantastique, je veux dire. Et regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Ça continue à être comme ça. Moi, j'ai entraîné pour Cheikh Maktoum, c'était pareil. Pour Prince Khaled Abdullah, c'était la même chose, tu vois. C'était des gens qui avaient un fonds de chevaux, qui t'envoyaient toujours des chevaux. Voilà. Aujourd'hui, tu as de moins en moins de grosses écuries. Tu as beaucoup d'associations.
Énormément de gens sont associés à 2, 3, 10, 15. Mais même des gros propriétaires s'associent maintenant. Et même des gros propriétaires s'associent. Ça modifie, et c'est vrai que c'est peut-être moins le côté sport du coup, mais plus le côté c'est-à-dire que, business. Oui, c'est devenu un business. Alors ça, bon, il faut s'habituer. Alors on s'habitue à tout, hein, c'est comme tout, on peut s'habituer à tout. Mais tu vois, c'est les agents qui achètent les chevaux. À mon époque, moi, j'ai jamais fait appel à un agent pour acheter un cheval. Ça me viendrait même pas à l'idée d'ailleurs. Je les aime bien, hein, je travaille avec eux, j'ai eu un élevage, je vends des chevaux, donc je suis ravie qu'ils viennent voir mes chevaux. Mais moi, en tant qu'entraîneur, ça ne me serait jamais venu à l'idée de demander à un agent d'acheter mes chevaux. Alors en 77, vous allez devenir entraîneur particulier pour votre mère. Oui. Est-ce que c'est facile, quand on est la fille d'Aleked, de s'émanciper comme cela? Ben pour moi, ça a été très facile. Oui. Ouais. J'avais aucun problème. D'abord parce que j'ai été souvent derrière lui. Alors pas quand je me suis installée entraîneur. Une fois que je me suis installée entraîneur, il m'a laissé faire ce que je voulais. Il n'était pas interventionniste? Pas du tout. Mais alors absolument pas. Et puis très vite, il a arrêté. Moi, j'ai commencé à entraîner donc en 78 et en 83, il a pris sa retraite. Et là, il m'a donné tous les vertémères en plus de ceux que j'avais moi déjà. Donc je suis passée de 150 chevaux à 200 et quelques. Et ça m'a posé aucun problème parce que comme j'avais travaillé avec lui très longtemps et que lui, il en avait 300 à l'époque, et ben voilà, pour moi, c'était pas un problème. C'était une question d'organisation. Et mon organisation, elle a été très vite ce que lui faisait, puisque c'est lui qui m'a montré, c'est lui qui m'a fait. Hein. Moi, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Tout ce que je connais, c'est ce que lui m'a montré. Et donc, j'ai fait ce que lui faisait. Alors bon, bien ou mal, j'ai essayé de faire, tu vois, le mieux possible. Bah, plutôt bien, hein, puisque... Oui, mais... Pour la carrière. Oui. Oui. Mais c'est les chevaux aussi. Tu sais, et c'est toujours pareil. Quand tu as des gros effectifs et des gros haras derrière toi, tu as un roulement de chevaux fantastique. Et ça, les gens... c'est beaucoup plus facile que d'aller aux ventes acheter des chevaux. Hein. Parce que acheter, c'est... Bon, on peut se tromper. Alors, en 79, alors c'était un an à peu près, vous avez votre licence et vous allez remporter l'Arc. Vous allez ressentir quoi quand on vous voit là, aller sur la piste? Vous ressentez quoi? C'était... je peux pas te dire. Je crois que je suis descendue les escaliers plus vite que l'ascenseur, d'ailleurs, parce que j'ai pas pris l'ascenseur. Et je me suis retrouvée en bas. Tu vois, j'étais sur un nuage. Pour moi, c'était fantastique. Mais c'était formidable parce que Tri Troïka, ça a été une histoire incroyable. Ça fait 2 ans que j'ai ma licence, j'ai eu un peu de mal à l'obtenir. Je gagne l'Arc de Triomphe, tu vois. L'année d'avant, j'avais gagné le même jour avec Sigil l'abbaye de Longchamp. Ça faisait 25 ans qu'un cheval français n'avait pas gagné l'abbaye de Longchamp. Alors, c'est des moments où tu as une satisfaction personnelle quand même. Et quand tu descends et que tu vois les tribunes combles, parce qu'il devait y avoir, à l'époque, il y avait beaucoup plus de monde que maintenant, il devait y avoir 100 000 personnes aux courses. Tu ne peux pas t'imaginer l'effet que ça te fait. Et tu vois la jument qui revient vers toi, tu vois, j'étais là. Plus, et puis c'était les couleurs de maman, c'était un cheval que moi j'entraînais, c'était Freddy qui l'a monté, donc c'était le Graal, quoi. On ne pouvait pas faire mieux. Et en plus, il y avait Giscard d'Estaing, notre président était aux courses ce jour-là. Quoi. Ça reste l'une de vos plus grandes, voire la plus grande réussite? Oui, ça reste une de mes très belles réussites en tout cas. Et est-ce qu'à l'époque, on vous a attribué cette victoire ou est-ce que c'était attribué plus à votre père? Je pense que les gens devaient dire c'est son père qui l'entraînait. Mais ça m'a... Alors ça, moi, ça m'a protégée, plus qu'autre chose. Parce que quand je faisais des erreurs, personne ne me les imputait. Parce que des erreurs, j'en ai faites, hein, pléthore, hein, personne n'est parfait. Et si tu veux, si je ratais un cheval ou n'importe quoi, on ne me l'imputait pas parce que les gens devaient se dire c'est son père qui entraîne. Et donc on n'allait pas accuser papa d'être un mauvais entraîneur. Hein. Il a tout gagné. Non mais je te garantis que moi, ça m'a protégée. À aucun moment vous avez voulu crier à tout le monde mais hey, c'est moi? Non, parce que moi je savais ce que je faisais. Tout le monde autour de moi savait pertinemment que c'était pas vrai, tu vois. Et puis je te dis, papa a très vite arrêté. Alors une fois qu'il a eu arrêté, plus personne ne pouvait dire qu'il était là, il n'était plus ici. Donc non, ça m'a protégée. À cette époque-là, ça m'a plus protégée qu'autre chose. Ça, j'en suis sûre. Alors il suffit de regarder les images avec cette foule, les vêtements, quand on se rebaigne dans cette ambiance-là, pour voir à quel point les courses ont évolué au fil des années. Bien sûr. Vous faites partie de quelle catégorie? Les optimistes ou les pessimistes par rapport à l'avenir des courses?
Moi, j'ai toujours été optimiste. Alors, c'est dans ma nature. Pessimiste, je ne le suis pas. Je pense qu'il faut toujours essayer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il ne faut pas avoir peur de s'installer. Il ne faut pas dire... Les étapes, les années passent, ça change. Mais il faut être optimiste dans la vie. Mais on ne peut pas toujours critiquer, tu vois ce que je veux dire. On ne peut pas non plus toujours dire c'est de la faute des autres. Ça n'existe pas dans la vie. La faute des autres, non. On se fait soi-même. On est bon, on est moyen, on est comme on est, mais on ne doit pas toujours accuser les autres. Et ça, c'est ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que tu entends beaucoup les gens dire oui, un tel ceci, un tel cela. Non, ça ne marche pas comme ça, il ne faut pas être comme ça. Comment on gère un après-arc? Parce que comme vous l'avez gagné très rapidement... Ça, c'était en 79 et en 84, j'avais Bering à l'entraînement, j'ai tout gagné avec lui, c'était le meilleur 3 ans mâle, il était favori pour l'Arc de Triomphe, et je suis battue par Dancing Brave. Donc, une édition. Bon, fantastique. Non, mais je veux dire, tu vois, voilà, mais tu gères, après, tous les ans, moi je rentrais à peu près 100, 120 yearlings tous les ans. Donc très vite, j'ai eu des chevaux. J'ai eu des chevaux de Maktoum très vite, puisque je leur ai vendu une jument qui s'appelait Ma Biche, qui était la meilleure 2 ans. J'avais gagné Chivley Park Stake avec elle en Angleterre. Et Ma Biche, elle est devenue, ça aussi, c'était dans les années 82 ou 3. Ça devait être en 82 même. Et donc j'ai gagné les guinées pour eux avec, tu vois, ils l'avaient acheté l'hiver. J'ai été quoi, les guinées, j'ai gagné. Et là, le Cheikh Maktoum m'a dit demandez-moi ce que vous voulez. Et j'ai dit monsieur, ce que je veux, je suis entraîneur, j'aimerais entraîner pour vous. Et il m'a envoyé tous les ans 10, 20 yearlings, 10 yearlings, 15 yearlings, enfin ce qui leur faisait plaisir. Et je ne voulais pas les choisir. Parce que j'estimais, et d'ailleurs on ne me donnait pas le choix. On ne m'a jamais donné le choix. J'allais avec les entraîneurs, on était nombreux, les Anglais, on allait en Amérique, on allait en Angleterre, on voyait les yearlings. Et moi, je cherchais toujours les chevaux qui avaient des problèmes pour être sûr de les avoir. Au lieu de prendre les très bien nés, les très... Donc, je faisais une liste et ils m'envoyaient. Alors là, je n'avais pas aucun problème, tu vois. Et j'ai eu une chance incroyable. Parce que là aussi, j'ai eu des chevaux très vite, j'ai gagné des groupes 1, avec des trucs, mais impensables. Et il m'avait envoyé une jument une année, que personne n'aimait d'ailleurs, sans doute, et j'ai gagné un groupe 1 avec elle. Et tu vois, et tout des trucs comme ça. Alors bon, ben voilà. Toi, vous avez gagné aussi beaucoup de groupes 1 en Angleterre. C'était important d'aller les défier, les Anglais, chez eux? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mes déplacements en Angleterre, les Chivley Park, les Chivley Park, les Guinées, la July Cup, les Champion Stakes, les Champions, les Falmouth. Qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? Le sprint. Aujourd'hui, on se déplace plus, mais à l'époque, c'était pareil. C'était quand même assez exceptionnel de se déplacer autant et de les battre là-bas. À mon époque, on se déplaçait. Papa, il allait beaucoup en Angleterre. Hein. Moi, je le suivais et on allait beaucoup courir en Angleterre quand il était entraîneur de Karim, enfin pas de Karim, mais d'Alican. Il courait beaucoup en Angleterre, il est Vertemer. Il a gagné avec Lavandin le Derby d'Epsom en 54. Hein. Alors justement, vous parliez de la famille Vertemer, qui était... C'était fantastique. Moi, j'entraînais pour leur père. Hein. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et pour Alain et Gérard aussi, hein. Ça a été formidable. Il y a eu des liens très étroits avec votre famille. Oui, bien sûr. Et papa, il entraînait pour le grand-père aussi. Donc ça fait plus de... Je sais pas, ça fait 60 ans qu'on est ensemble. Donc c'est quelque chose de formidable. Et puis bon, moi je ne m'entendais pas avec Olivier, pas bien avec Olivier. Alors Olivier, c'est Olivier Pellier. Oui, Olivier Pellier. Qui était le premier jockey de la famille Vertemer. Mais ça n'avait rien à voir, si tu veux, avec mon amitié pour eux et tout ce que je peux ressentir pour eux. Moi, je ne me suis jamais fâchée avec eux. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu un désaccord entre Olivier et moi. Entre Olivier Pellier. Parce que quand je lui demandais de monter un cheval d'une façon, il est monté d'une autre façon. Lui, il avait des idées bien arrêtées, et moi aussi. Et donc, ça ne pouvait pas aller. Donc, un beau jour, j'avais une jument que je pensais assez bonne, qui aurait pu... voilà. Et elle a très mal couru. Et donc, j'étais furieux. J'ai dit, j'arrête là. Et donc, ils ont préféré garder Olivier. Ils m'ont dit, bon... C'est-à-dire que vous avez demandé à arrêter de travailler avec Olivier Pellier? Ah oui. Mais je l'avais prévenu déjà depuis longtemps. J'avais plus gagné une course de l'année, plus un groupe, plus rien de l'année avec leurs chevaux, alors que j'avais autant de bons chevaux d'un côté que de l'autre, tu vois. Et Olivier, c'est méchant ce que je vais dire peut-être, mais enfin je vais pas le dire d'ailleurs. Il est très misogyne, Olivier. Et avoir une femme entraîneur, c'était pas son truc. Hein. Donc il s'est dit, là, je vais faire ce que je veux, tu vois, je vais entraîner les chevaux. Et puis peut-être qu'on lui avait donné plus on lui avait dit, fais ce que tu veux, enfin, j'en sais rien. Mais ça ne pouvait pas aller.
Vous avez compris la décision des très frères bien. Wertheimer? Ah, mais très bien. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Alors ils ont préféré le garder, lui sans doute qu'ils ont été conseillés d'ailleurs. Je pense qu'autour d'eux, ils avaient des gens qui devaient leur dire il faut garder Olivier, il faut garder Olivier. Bon, ben d'accord. Olivier, c'est un fantastique jockey. Hein. S'il ne l'avait pas eu, ils n'auraient pas gagné l'arc avec Solomia. Hein. C'est lui qui a gagné l'arc. En 2012, oui. Tu vois, je veux dire, et je continue à dire que c'est un fantastique jockey. Mais moi, je n'arrivais pas à travailler avec lui. Alors que j'ai travaillé avec tous les jockeys de la Terre. Hein. Parce que j'en ai eu dans ma carrière, et des jockeys qui étaient sous contrat, les Anglais, et je me suis toujours très très bien entendu avec eux, j'ai jamais eu de problème. Moi, je donnais jamais d'ordre, alors c'était facile, tu vois. Mais c'était arrivé à un point où ça allait pas. Voilà. Et en 2005, vous allez continuer à entraîner tout en étant touché par la maladie. Vous allez vous battre contre un cancer. Oui, mais je me suis battue sans que personne ne s'en rende compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Et donc voilà, j'ai continué à travailler tous les jours. J'allais pas. Pendant 3 mois, j'ai pas pu aller aux courses l'après-midi parce que je suivais un traitement de chimio et de radiothérapie qui était très dur. Mais j'étais tous les matins à 5 heures dans ma cour. Hein. Sinon, j'aurais arrêté. Ah, ça, c'était où le docteur me laissait faire mon métier, ou j'arrêtais d'entraîner. Et il a très bien compris que j'avais peut-être intérêt à continuer à faire mon métier. Ça vous a aidé? Ah ben ça m'a complètement aidé. Hein. Complètement. Et tout le monde disait, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais. Je te garantis que j'y suis arrivé, hein, sans problème. Hein. J'ai jamais souffert, j'ai jamais été malade, j'ai jamais perdu mes cheveux, j'ai jamais... Tu vois, parce que bon, j'avais d'autres choses dans la tête. Moi, je crois que quand tu es malade, si tu peux t'évader par d'autres choses, ça t'aide, tu vois. Donc, il y avait l'entourage aussi qui a compté, j'imagine? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Obligé? Bien sûr. Si tu n'es pas entouré, ça ne va pas. Heureusement qu'ils étaient là, je veux dire, ça c'est sûr. Et après cette période terrible et très difficile, arrive Trèves. Oui. C'est fou quand même le destin des fois. C'est fantastique. Vous avez tout de suite vu que c'était une jument qui sortait de l'ordinaire? Ah oui, oui. En la travaillant, quand elle a commencé à travailler, elle était très très au-dessus. Moi, j'ai jamais entraîné un cheval comme ça, avec autant de facilité, tu vois. Alors pourtant j'ai eu beaucoup de bons chevaux, hein, j'ai gagné beaucoup de courses, donc j'ai eu beaucoup de bons chevaux. Mais elle avait une accélération qui était dévastatrice. Elle tenait toutes les distances. Elle a gagné sur 1600 jusqu'à 2004. Elle aurait pu gagner 1000 mètres hein, si j'avais voulu. Non. Ah oui, 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 sans problème. Sans problème. Elle allait aussi bien que tous mes 2 ans qui allaient à Deauville au mois d'août, hein, quand elle avait 2 ans. Et puis bon, elle était très légère, tu sais, elle était par motivateur, donc elle était légère. Alors je me pressais pas, je disais toujours à papa, je crois que j'ai une championne, mais je la courais au mois d'octobre, au mois de septembre. Oui, oui, bah fais comme tu veux. Il me disait, de toute façon, lui, ils m'ont jamais cru quand je l'ai engagée dans le Prix de Diane, hein, parce qu'elle a eu un début de carrière un peu chaotique, Trèves. Hein. Enfin, pas chaotique. Non, si mais elle tu n'avait pas encore montré. Mais elle n'avait rien montré parce que elle avait été malade. Après sa première course, elle a dû attraper froid et pendant 3 semaines, elle avait 42 fièvres, sans aucune raison. Donc, si tu veux, j'ai dit, bon, ben, on arrête là, on ne court plus de l'année. Donc, on a arrêté là. Je l'ai renvoyée au Haras passer 2 mois au Kenney avec une autre jument. Donc, on l'a lâchée tous les jours. Elle était au Kenney, dans un paddock. Et puis, je l'ai reprise. Je l'ai préparée. Je l'avais quand même engagée dans toutes les bonnes courses, hein, puisqu'on a engagé au mois de février. Donc, elle était engagée dans la poule d'essai. Elle était engagée dans toutes les bonnes courses. Et je la rentre à Saint-Cloud. Elle gagne. Et alors, tu sais qu'il y a un truc qui m'avait fait très plaisir ce jour-là, c'est André Fabre, qui ne parle pas beaucoup. Mais ce jour-là, il est venu me voir et il m'a dit, Cricket, c'est une championne, ta jument. Elle avait gagné donc à Longchamp, un Médène de 2 ans, et puis elle faisait sa rentrée, elle a gagné cette course-là. Il m'a dit, cette accélération, parce qu'en 3 mètres, elle était 100 mètres devant les autres. C'était incroyable, je veux dire. Si tu regardes son premier arc, c'est la course, Papa, il s'arrachait les cheveux hein, quand il a vu Thierry Jarnet venir à l'extérieur dans la fausse ligne droite. Mais il est fou, il me dit, il est fou, il est fou. J'ai dit, mais papa, elle n'a pas bougé, la jument. Mais vous êtes dingue, elle ne va pas finir, c'est pas possible. J'ai dit, tu vas voir, tu vas lui demander.
La fausse ligne droite avec toujours Joshua Tsui devant à son extérieur. Okovango, Penglai, Pavillon est troisième, Intello est quatrième. Trèves se rapproche maintenant complètement à l'extérieur. Et c'est Trèves, maintenant, l'invaincu, qui prend le meilleur au pavillon. Avec Trèves qui a l'avantage, comptant 2 longueurs d'avance sur les Japonais. Orfèvre à l'extérieur, Intello côté corde, Kizuna qui vient à l'extérieur. Incroyable Trèves qui a l'avantage maintenant à 150 mètres des buts devant Orfèvre, Intello, ainsi que Kizuna à l'extérieur. Trèves qui, formidable ici, va s'imposer, rester invaincu, réaliser le triplé. Prix de Diane, prix Vermeil, prix de l'Arc de Triomphe. Trèves, Thierry Jarnet qui 20 ans après s'impose dans l'Arc de Triomphe. Pour moi, l'arc qui m'a été le plus satisfaisant pour moi, c'est d'avoir pu récupérer Trèves l'année suivante où elle a eu des problèmes de santé et de la ramener dans l'arc. On a des vétérinaires qui s'occupent des chevaux. Les vétérinaires me disaient mais non, elle n'a rien du tout parce qu'ils ne voyaient rien. Jusqu'au jour où j'ai demandé qu'on lui fasse un IRM pour aller voir à l'intérieur d'un os. J'ai dit si elle est, tu vois, elle est boiteuse, il faut aller plus loin. On m'a dit ça ne sert à rien. On verra rien. Et puis on a découvert qu'elle avait un kyste dans le pied. Et donc on ne pouvait pas la soigner, on n'allait pas couper le pied, on n'allait pas rentrer dans l'os, ça c'était pas possible. Donc là j'ai trouvé un maréchal pour lui faire une chaussure orthopédique. Ah ouais, ouais. Et elle a couru avec un fer très spécial. Elle était ferrée des deux couru côtés. avec, Mais bien sûr, après toute sa carrière, elle l'a fait avec ça. D'accord. Et donc à 4 ans, si tu veux, j'ai quand même mis du temps. Mais enfin, à son année de 4 ans, elle n'avait pas gagné de course avant l'arc, mais elle avait quand même été 3e en Angleterre, où là, j'ai vraiment découvert le problème. Et puis après, elle a recouru le Vermeil, où elle est 4e. Et là, je me suis dit, ils ne vont jamais me laisser courir l'arc. Parce qu'elle n'a peut-être pas regagné, ils vont penser que je suis complètement... Quand il, c'est propriétaire ? Oui, et donc, j'ai tout fait pour qu'il me laisse faire. J'ai dit au propriétaire, au Chacaltani, j'ai dit, écoutez monsieur, la jument a très bien couru, même si elle est 4e, laissez-moi faire, on va essayer, on va regagner là. Non, il ne faut pas refuser notre numéro, on prend des risques. On force pas, mais on... Voilà, mais voilà, reprends pas. Hein. Force pas, reprends pas. Et puis, tu fais pour le mieux. Si tu vas bien, donne-lui du temps. Tu as vu des problèmes de relations comme cela ? Je pense que c'était plus l'entourage que lui-même. Lui-même, pas du tout. Bon, il avait 28 ans, tu vois, il était puis très gentil, c'est un type adorable. Mais il avait un entourage qui était un peu... Là, je sentais que j'étais une femme. Hein. Ouais, là, oui. Eux, ils me l'ont fait sentir, alors que les autres, jamais. Mais là, je sentais, tu vois... Dans vos prises de décision, au quotidien, en tout ? Oui, pour ce que j'ai pu voir et entendre, oui. Ouais. Mais si je les écoute, je ne cours pas. Hein. Si je les écoute, là, je ne cours plus. Trèves de plus en plus fort à la corde avec Avenir Certain qui vient à son extérieur. Kingston Hill qui est en 3e position. Taguda qui est lancé en dehors. Ruler of the World également qui tente de se rapprocher. Trèves de plus en plus fort à l'intérieur avec Taguda à l'extérieur. Fincher également qui refait du terrain. Trèves qui a pris le meilleur maintenant. Trèves qui va s'envoler vers la victoire. Trèves qui va faire l'incroyable doublé dans l'Arc de Triomphe. Est-ce qu'on entraîne un crack différemment d'un autre cheval ? Alors, moi, pas. Ça, c'est les autres, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours entraîné mes chevaux tous de la même façon. Que ce soit le gagnant du réclamé, comme ce soit Trèves. Trèves, elle n'avait pas quoi que ce soit de plus que les autres. D'accord. Non. Elle avait la même nourriture, elle sortait le même temps. Tout était pareil. Moi, je n'ai jamais fait de différence avec mes chevaux. Et comment on gère la pression quand on a une trève dans ses box ? Moi, j'ai pas beaucoup de pression, peut-être. Pas possible. Non, c'est pas... Non, je sais pas. Non, j'ai pas de pression. J'ai jamais été... je suis jamais arrivée aux courses, tu vois, angoissée. J'ai pas d'angoisse. Non. Même vis-à-vis des propriétaires. Il y a les imprévus avec les chevaux, on sait tous. Ça ne se passe jamais comme on veut. Jouer le jeu avec la presse, et toujours jouer le jeu tout le temps. Et j'ai toujours ouvert mon écurie à tout le monde, n'importe qui. Bonjour. Ça va ? Par ce beau temps. Bonjour. Si, Thierry doit venir. Non, l'autre Thierry. Il y a beaucoup de Thierry. Ce matin, j'ai 2 Thierry. Hein ? Il est là aussi ? Il est caché. You know my dad, the big boss. Moi, j'ai vu des gens... un jour, j'étais dans un grand magasin à Paris, puis il y a un monsieur qui arrive vers moi, il me dit « Oh, madame Ed, qu'est-ce que vous faites là ?» Bon, j'achetais des trucs.
Il me dit, j'aimerais bien un jour venir. Eh ben, trêve, c'était la première année de trêve. Et je lui dis, ben, ça vous amuse, samedi matin? Il me dit, attendez, je vais chercher mes confrères. Et en l'espace de 5 minutes, il n'y avait plus personne dans les grands magasins. Ils étaient tous avec moi. Ils ont débarqué à Chantilly le samedi, parce qu'ils ne travaillaient pas ce samedi-là. Et ils sont venus voir Trèves. Ça vous mettait pas de pression, ça Pas vous du inquiétait tout, pas? pas du tout, mais absolument pas. J'étais ravie, je veux dire, j'étais ravie de le faire. J'étais ravie. Vous pensez que vos relations, justement, avec vos salariés ont beaucoup contribué à vos succès? Ah oui, tous, mais tous sans exception. Entre le gars qui balayait la cour et qui était garçon de cour, et mon premier garçon, ils étaient fantastiques. Ils avaient confiance en moi, et moi j'avais confiance en eux. Donc qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On ne pouvait pas faire mieux. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les jeunes sont moins attirés par les courses? Oui, oui, je le comprends, parce que bon, on fait peut-être un métier qui devient un peu obsolète quand même. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est un métier particulier, c'est un métier où il faut donner beaucoup de temps, et le temps aujourd'hui, les jeunes, ils aiment avoir leur week-end, travailler tous les jours, c'est pas leur truc. Les 35 heures, pour moi, ça a démonté le pays. Ça, alors là, nous, on l'a fait, hein, puisque moi, j'étais à la tête de l'association à l'époque, donc on a été obligé d'opter pour les 35 heures. Ça a été compliqué à mettre dans les écuries, parce que nos gars, ils aimaient être au contact de leurs chevaux aussi. Alors, bon, tout moment, c'est compliqué. Alors, les 35 heures, pour moi, ça a été une erreur monumentale. Sans doute qu'aujourd'hui, il faudrait travailler un peu différemment. Il faudrait peut-être avoir une structure qui ne fait que les voyages, tu vois, et qui n'emmène que les chevaux aux courses. Avoir peut-être 3, 4, 5 gars, je ne sais pas le nombre de chevaux qu'il peut y avoir qui courent dans chaque écurie. Et puis, avoir ceux qui viennent le matin, qui travaillent que le matin, qui montent à cheval. Et puis, ceux qui viennent nourrir le... C'est sans doute comme ça qu'il faut travailler. Alors, il y a peut-être un moyen de faire différemment, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas connu ça c'est sûr. Jusqu'au bout, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème d'aucune sorte. Jamais, jamais, jamais pendant 41 ans. C'est lié à votre éducation, tout ça, selon vous? Oui, je pense, oui. C'est de la façon dont on m'a élevé, ça c'est sûr, oui. En grande partie. Alors après, bon, peut-être que... Je ne sais pas. Moi, voilà. Il y en a qui partent à droite, il y en a qui partent à gauche, il y en a qui vont au centre. Et d'ailleurs, vous, quelle valeur vous avez pu donner, transmettre en tant que maman? Ah ben écoutez, moi, j'ai eu qu'une fille. Hein. Donc, je pense que je l'ai assez bien élevée. Et je pense qu'elle est tombée sur quelqu'un de très bien. Parce que si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il soit comme Carlos. C'est une belle déclaration, ça. Voilà. Et mes petits-enfants travaillent, tout le monde travaille, et tout le monde est bien conscient qu'il y a des gens qui ont plus que d'autres. Mon grand-père me disait toujours, dans la vie, tu dois toujours regarder en dessous de toi, jamais au-dessus. Et il avait bien raison. Et quand il me donnait, à l'époque, tu vois, une pièce d'1 franc, il me disait, tu dépenses que 50 centimes. Et les autres 50 centimes, tu les mets de côté. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis acheté une voiture, grâce à ça. Parce que je mettais toujours de l'argent de côté. Quelle est votre relation justement avec l'argent? Alors, je ne peux pas dire que j'en ai manqué, hein, mais j'ai pas... Voilà. Je vis très bien, j'ai une vie agréable, mais je crois que je pourrais tout faire. Je crois que je pourrais tout faire. Je promets, j'ai aucun souci particulier. Bon. Enfin, en principe. Ouais. Alors, dans la famille Aide, il y a aussi Freddy, on en a parlé un petit peu, avec, dans sa carrière de jockey, mais aussi entraîneur. Ouais. Comment ça se passe quand on se retrouve adversaire sur la piste après? Alors d'abord, nous, on a été complémentaires l'un de l'autre, hein, parce que pendant des années, il a monté pour moi. Donc, c'était mon jockey préféré quand même, hein, faut le dire. Je pense qu'il a une science du train qui est une grande chose pour un jockey. Il étudie beaucoup ses courses. Quand il monte un cheval au pied levé, il essaye de savoir, de voir les performances antérieures des chevaux. Il monte jamais un cheval comme ça, un peu à l'aveuglette, si vous voulez. Il est très sérieux dans son métier. Et puis après, on s'est retrouvés adversaires. Moi, j'ai été adversaire avec mon père, avec mon oncle, avec mes oncles. C'est comme ça. Hein. On est dans les mêmes courses, que le meilleur gagne. Quand je les battais, j'étais ravie. Et quand ils me battaient, j'étais ravie pour eux. Et puis voilà.
les courses aussi, c'est une école de l'humilité. Voilà. Parce que les animaux, tu fais avec. Eux, ils te pardonnent rien. Ils ne parlent pas. Et d'un autre côté, ils t'aident, tu vois, à devenir ce que tu deviens. Et voilà. Et aujourd'hui, on parle de la famille, hein, vous suivez la carrière de Christopher, de Victoria également, sûr, votre nièce? Absolument. Ah oui. Je regarde toutes leurs courses et je leur parle très souvent. Et de temps en temps, ils me demandent, ils me disent qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là. Et pas tous, mais certains. Et même mes assistants. Ils vous Et je appellent? les félicite, oui, bien sûr. Et quand ils gagnent une course, je leur envoie un petit mot, puisque il y a un truc qui s'appelle Starlink sur un bateau, tu sais. Et Starlink, t'es connecté avec tout le monde. Donc, ça, c'est dans mes gènes, alors je ne peux pas m'en empêcher. Je regarde les résultats des courses tous les jours, je lis le JDG tous les soirs, n'importe où je suis. Donc, je suis près de tout le monde. Oui. Et puis, sur France Gallo, Equidia, je veux dire, je suis abonné à Equidia, tu vois, Vous restez... Ah oui, connecté, oui, bien sûr. Mais les chevaux que j'ai à l'entraînement chez les entraîneurs, moi, je ne me mêle absolument pas de l'entraînement. Je ne veux pas savoir. Je veux qu'ils me donnent des nouvelles de mes chevaux, qu'ils me disent quand ils vont courir, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est à eux de savoir si le cheval est bien et qu'il peut courir, s'il ne peut pas courir, voilà. C'est pas moi qui vais leur dire courez ça, courez ci. Ah non, ça c'est pas comme ça que ça marche. C'est trop difficile pour que moi, qui est passé par là, le fasse, tu vois. Oui, curieusement, vous avez très peu de chevaux, des chevaux en copropriété, mais... Oui, mais parce que ça m'amuse d'être comme ça. Ça m'amuse d'avoir des chevaux avec des amis à moi. Ça m'amuse... Enfin, j'ai quand même 29 chevaux. Hein. Si tu trouves ça peu, tu sais ce que ça coûte, un cheval tous les jours, ça mange. Donc, et l'élevage aussi? Ah oui, j'ai des poulinières. J'ai 7 poulinières, j'ai des yearlings, j'ai des foals, j'ai des chevaux à l'entraînement. C'est quand même important, je veux dire. Il y a pas mal de chevaux, oui. Alors, tout récemment, il y a eu la vente du Haras. Haras du Quesnay, après le décès de votre père. Ouais. C'était en juin 2022. Ça a été vraiment un événement majeur hein, dans notre univers. Il devait être compliqué cette Très compliqué. période-là. Pour moi, ça a été affreux. Parce que, d'abord, papa ne voulait pas qu'on vende le Haras, bon, contrairement à ce que mes frères peuvent dire, et mon frère et mes sœurs, mais enfin bon, eux voulaient vendre, donc on a vendu. Mais pour moi, c'est horrible. Oui. J'ai du mal à en parler, je suis désolée. C'est horrible. Quelque chose qui va être compliqué même encore aujourd'hui à admettre. Oui, j'ai du mal, beaucoup de mal. C'est la valeur sentimentale du Haras? Non, c'est tout. Bien sûr, c'est la valeur sentimentale du Haras, parce que moi, bon, papa a acheté le Haras en 58, donc si tu veux, j'ai grandi là-bas. Ça, c'est une chose. Quand lui a arrêté, il nous l'a donné. Donc, quand on vous donne quelque chose, on ne vend pas ce qu'on vous donne. Vous pouvez vendre vos biens que vous avez fait vous-même, mais quand on vous donne quelque chose, on n'a pas le droit de le vendre. Enfin, vu par mes yeux, hein, vu par moi, c'est pas le cas de tout le monde. Les autres, bon, ils voulaient plus rester là-dedans, et donc voilà. Ils aiment ça, mais ils n'aiment pas ça en réalité. Tu vois, s'ils avaient aimé ça, on pouvait le garder. Il n'y avait rien qui nous empêchait de garder le Haras. Mais ils trouvaient que c'était sans doute beaucoup d'argent immobilisé. Que, voilà. Ils voulaient faire d'autres choses. Mais pour moi, c'est horrible. Ouais, on sent un déchirement. Et vous allez pouvoir y retourner ou vous voulez vraiment tourner la page? J'y retourne et pour une très bonne raison, c'est que les gens qui ont acheté le Haras, qui ne sont absolument pas dans les courses, veulent faire de la pension. Parce qu'on avait beaucoup de clients. Hein. Moi, j'avais 90 clients, enfin pas 90, mais 90 juments de clients sur le Haras. Et donc, ils ont gardé tous les clients. Alors, moi, je suis restée, je suis cliente au Quesnay maintenant. Voilà. Donc, vous y allez en tant que cliente au Quesnay? Et j'y vais mercredi prochain. Oui, j'y vais en tant que cliente, oui, bien sûr. Alors je vais te dire une chose, il est en train de faire un truc magnifique, parce qu'il refait tout.
comme c'était il y a, voilà, après-guerre, tu vois. Il a repris toutes les photos du haras, il refait, parce que c'est un type qui a énormément de goût, donc il refait tout comme ça. Alors très bien, bon, mais je suis restée là-bas, oui. J'aurais pu partir, hein. J'aurais pu m'acheter un haras, et moi, de mon côté. Et Vincent Rimaud, qui est à la tête du haras, m'a dit, vous savez, si vous restez, on va garder les clients. J'ai dit, bien sûr, je reste, il n'y a pas de problème. Et vous avez évolué dans un monde prestigieux. Ouais. C'est l'une des figures, par exemple, comme la reine d'Angleterre, était amie de votre famille. Ouais, très amie. Elle est venue 2 fois en visite privée au haras. Ouais. C'était quelqu'un d'extraordinaire, la reine d'Angleterre. Moi, quand elle est décédée, c'est comme si j'avais perdu ma grand-mère. Parce qu'on ne la voyait pas tout le temps. Mais enfin, elle écrivait à maman lui écrivait, tu vois. Et ils avaient des relations familiales avec elle. Donc, ouais. Qu'est-ce que vous allez retenir de toutes vos rencontres comme ça, exceptionnelles pour nous? Ah bah, plein de choses, plein de bonnes choses, parce que j'ai fait des trucs extraordinaires que je peux difficilement en parler comme ça, mais parce que je suis devant une caméra et que... Ça serait indécent? Oui, je pense, ouais. Vous êtes pudique, hein? Vous voulez pas... Bah, c'est votre vie, hein? C'est ma vie, oui, d'accord, mais enfin, j'ai fait des choses que peu de gens peuvent faire, voilà. C'est ce que je te dirais, parce que j'ai travaillé pour les Maktoum, alors ça, c'est... Tu vois ce que je veux dire, les rollers de Dubaï, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ils m'ont permis de voir des choses et de faire des choses avec eux, fantastiques. Ils ont été d'une gentillesse avec moi, tu ne peux pas t'imaginer. Et quand j'allais là-bas, j'étais la seule femme. Alors, je leur disais toujours, je suis quand même la seule femme. Non, vous êtes mon entraîneur, ils me disaient. Ça me faisait éclater de rire. Je disais, ah bon bah, si je suis votre Alors, ça va. Tu vois, mais j'ai été à la chasse, enfin, j'ai été partout. J'ai fait des trucs incroyables. Ouais. Mais que je ne peux pas raconter parce que, bon, ça c'est pas... Voilà. Vous, votre relation avec les parieurs, c'est pareil, c'était quelque chose qui avait du sens. Oui, ben moi, j'ouvrais à tout le monde. Quand j'étais aux courses et que quelqu'un venait me parler, je leur disais, oui, j'ai une chance ou j'ai pas de chance. C'est pas, ça n'a rien de mal de dire ça. Et ils étaient, tu vois, ça leur faisait plaisir d'abord parce qu'ils parlaient avec moi. Et puis ça fait une cohésion. Il faut essayer que tout le monde se... Les propriétaires, les princes, les trucs, ils parlent avec tes garçons. Ils sont là, tu vois, ils oublient qu'ils sont princes. Le type qui amène son cheval aux courses, la fille qui amène son cheval aux courses aussi. Et elle est prête, tu vois, je veux dire, et ben la vie, c'est ça, c'est un maillage de tout. Il faut oublier de catégoriser les gens. Il faut arrêter, tu vois, de penser que rien n'est accessible. Tout est accessible. Voilà. Et si tu as cette philosophie-là, eh ben, c'est beaucoup plus facile de supporter tout ce qu'on peut supporter dans la vie, parce qu'on en supporte des trucs qui ne sont pas agréables. Donc il faut être ouvert à tout et essayer de rendre le métier accessible. Alors, ce n'est pas le métier en particulier de mon métier d'entraîneur, parce que ça, il faut l'apprendre, il faut aimer ça, il faut aller chez des entraîneurs, il faut l'apprendre. Mais c'est que le plus grand nombre puisse rentrer dans les courses. C'est pour ça que j'ai toujours ouvert ma porte à tout le monde. Tout le monde. Et chez moi, j'ai vu des gens qui aujourd'hui sont propriétaires de chevaux de course, que je ne nommerai pas, qui sont venus chez moi là, pour la première fois, regarder, et puis ça leur a plu. Moi, je ne les ai pas démarchés, parce que c'était jamais ce que je voulais faire. Donc, je n'ai pas démarché de propriétaire, mais je les ai envoyés chez certains de mes confrères. Hein. Et aujourd'hui, ils ont des chevaux à droite, à gauche. Alors, ils se sont mis à plusieurs, et puis petit à petit, ils sont chacun partis de leur côté, tu vois. Au bout d'un moment, bon, ils ont eu sans doute des situations qui s'amélioraient parce qu'ils étaient jeunes. Et puis aujourd'hui, ils sont propriétaires de chevaux de course. Il y en a un peu partout. Il faut s'ouvrir. Oui, bien sûr, il faut s'ouvrir. Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son écurie. On ne fait pas un métier qui ne peut pas être vu par tout le monde et entendu par tout le monde. Hein. On fait un métier normal. Vous avez souvent été investi au cours de votre vie personnelle et professionnelle dans différentes associations. Ouais, C'est le cas encore aujourd'hui? Oui, absolument. J'ai une association qui s'appelle le CIF. Alors, ne me demande pas que je te dise ce que ça veut dire. On va passer, on passe les lettres. Mais j'ai voulu, quand j'ai arrêté d'entraîner, je me suis dit, j'ai du temps. Comme les courses m'ont beaucoup apporté, je me suis dit, je peux, moi, personnellement, étant donné que j'ai du temps et les moyens de le faire, apporter quelque chose aux courses. Donc, j'ai eu l'idée, avec une personne qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Martine Fasquelle. Alors, je me suis mis en tête de voir les sénateurs et les députés français et de leur expliquer ce que représentaient les courses pour la France, pour le français,
pour l'État français, parce qu'on est dans leur giron, et je pense qu'il faut qu'on reste dans le giron de l'État. J'entends les gens dire qu'il faut devenir privé, ça c'est pour moi une erreur, mais monumentale. Si on a pu, pendant le Covid, continuer à travailler, continuer à faire saillir nos chevaux, c'est grâce au gouvernement, hein, à personne d'autre, parce qu'on faisait partie du gouvernement, parce que le PMU leur envoie de l'argent et tout. Le jour où on devient privé, ce qu'ils veulent privatiser le PMU, ils veulent sortir de l'État, pour moi c'est une erreur monumentale. Alors bien sûr qu'on pourrait peut-être avoir plus, mais on pourrait aussi avoir beaucoup moins. Si on devait faire un bilan, vous retiendrez quoi de votre carrière assez exceptionnelle quand même? Même pas assez, c'est exceptionnel. Un bilan, c'est... Moi, alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. Tu veux que je fasse un bilan de ma vie? Alors là, ça va être dur. Alors, j'ai quand même gâché ma vie privée à cause de mes chevaux, ça c'est sûr. Parce que c'est difficile, tu sais, de vivre avec quelqu'un qui le matin se lève à 5h et rentre le soir à 9h. C'est pas facile. Donc ça, de ce côté-là, c'est pas un bilan très positif. Mais bon, c'est la vie. Et donc, sinon, le bilan de ma vie, moi j'ai été gâtée par la vie. Je pense que j'ai vécu l'âge d'or. Les années 80, 70, 80 plutôt? Je pense, ouais. Je pense que quand moi je me suis installée, c'était plus facile. Alors j'étais une femme, ça a été un peu compliqué d'avoir sa licence, mais après c'était plus facile. J'ai l'impression que c'était plus facile. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile, il faut être honnête. Il y a moins de propriétaires, moins de chevaux, ça coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher. Et puis les gens maintenant sont tellement... il n'y a que l'argent qui compte, tu vois, il n'y a que ça, il n'y a pas de... à notre époque, on avait du temps. Il n'y avait pas des courses tous les jours. On n'était pas... Aujourd'hui, tu vois bien, si tu veux aller aux courses tous les jours, tu ne peux plus entraîner tes chevaux, enfin... C'est un choix. Alors, il vaut mieux les entraîner qu'aller aux courses tous les jours. Hein, parce que mettre une selle sur le dos d'un cheval, c'est donné à tout le monde. Hein. S'il y avait un choix à faire aujourd'hui, il vaut mieux être dans son écurie, entraîner ses chevaux, voir ses chevaux le soir à 5h, faire le tour, bien les connaître et tout, que d'aller aux courses. Vous avez remporté plus de 126 groupes 1 ? Oui. Près de 450 groupes au total. Ouais. C'est un palmarès exceptionnel. C'est quoi votre plus grande fierté ? C'est d'avoir fait ce que j'aimais. Voilà. Et d'avoir une famille qui fait ce qu'elle aime, et voilà. Je pourrais rajouter aussi le titre de meilleur entraîneur de France. Ah non, oh, meilleur entraîneur de France, faut pas exagérer. Vous avez eu ce titre-là, hein ? Ah bon ? 86. Ah, parce que, oui, c'est vrai que j'étais première entraîneur de France en 86, oui, vous avez raison. Grâce à Bering, qui a tout gagné. Le Jockey Club, et il est second de l'Arc de Triomphe. Et cette année-là, oui, j'ai battu André Femme, d'ailleurs. C'est difficile. Alors ça, votre carrière a pris beaucoup de temps, vous le disiez. Ça a été toute ma vie. Hein. Vous avez quand même des hobbies à côté ou pas du tout ? Oui, j'ai la voile. Mais à plus l'époque, maintenant ? Ah oui, maintenant, parce que je peux le faire maintenant. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le faire. Alors, je partais avec mes tontons naviguer 1 heure près de Deauville, peut-être 3 fois par an, tu vois. Mais aujourd'hui, alors... C'est aussi un peu pour ça que j'ai arrêté, parce que bon, ma vie a pris une autre dimension, mais c'est pour ça que j'ai arrêté en réalité. Parce que ma vie a basculé, je veux dire... Enfin, j'ai arrêté parce que j'avais dit qu'à 72 ans, j'arrêtais. Mais après, j'y l'ai parti. Donc, ma vie a basculé quand même. Hein. Et donc, si tu veux, j'ai fait d'autres choses. Moi, j'ai pris du recul parce que je ne voulais pas rester trop près ici, parce que j'avais beaucoup de mal à être là. Et donc, c'est un peu pour ça que je suis partie. Et puis après, papa et maman sont décédés. Ça a été aussi pas une partie de plaisir. Alors j'ai vécu pendant 2 ans, tu vois, des trucs horribles. Enfin, pour moi, en tout cas. Et puis maintenant, ça va mieux parce que tu prends du recul. Malheureusement, la vie continue et tu es bien obligé de prendre du recul. J'ai un arrière-petit-fils qui est magnifique. Le petit-fils de Carlos, tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est. Il était avec moi aux Bahamas, c'est sa mère et son père, donc ma petite fille et puis son mari. Et pour moi, c'est formidable, je veux dire, tu vois. La vie continue, il faut bien que la vie continue, la vie ne s'arrête pas quoi qu'il arrive. Mais bon, j'ai quand même fait un grand écart, hein. J'ai changé quand même drastiquement de vie, hein, parce que je suis quand même partie. C'était nécessaire par rapport à votre rupture ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, longue vie. J'ai pas envie de partir trop vite. Parce que, l'autre de mes petites filles attend des bébés aussi. Elle va avoir des jumelles ou des jumeaux. Non, elle va avoir des jumeaux. Donc, voilà. Longue vie.